En effet, comme tu me l'as demandé, donc Yannick Hervé, je suis secrétaire général de la Ligue dans le Finistère. J'ai été quelques années aussi en responsabilité au mouvement associatif, puisque je l'ai présidé pendant 6 ans et maintenant j'ai quelques responsabilités au niveau national à la Ligue, tout en restant bien évidemment implanté dans notre région, parce qu'on ne quitte pas la Bretagne, on le sait tous. Sur les autres intervenants de la matinée, nous allons avoir le plaisir d'écouter tout d'abord Marie-Martine Lips. Marie-Martine, bonjour. Je te tutoie 3 secondes, puis après je te vous voirai pour qu'il n'y ait pas d'inégalité voilà, avec les autres intervenants, si ça te va. Exactement, bonjour. Bonjour à toi. Vous êtes vice-présidente du Césaire et vous avez été présidente du mouvement associatif de Bretagne, qui s'appelait à l'époque la CPCA, mais c'était le mouvement associatif de Bretagne. Vous étiez encore récemment présidente de la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire de Bretagne, avec des responsabilités nationales aussi sur le pilotage de l'ESS au niveau national. Donc, merci à vous, Marie-Martine, de contribuer à notre réflexion de la matinée. Aline Gaucher, vous êtes adjointe au maire de la commune de Saint-Gravé, dans le Morbihan. Tout le monde connaît Saint-Gravé. Enfin, ou si on ne connaît pas, c'est dans la communauté de communes de Questembert, du pays de Questembert, c'est ça? C'est ça. Mais oui, tout à fait. Vous êtes délégué aux associations, aux affaires sociales, aux scolaires, aux périscolaires, bref, une adjointe de commune rurale, quoi, avec une délégation très large. Et vous étiez vous-même, vous êtes toujours peut-être présidente d'une association locale, ce qui explique souvent le fait qu'on prenne des responsabilités parfois au sein de la puissance publique. Vous êtes accompagnée de Valérie Paquet. Vous êtes directrice du centre social intercommunal, voilà, qui englobe le territoire de Saint-Gravé. Vous êtes basée à Cadin. On dit Cadin ou Cadenne? Moi qui habite à côté de l'Esneven et qui ai grandi entre Erdevin et Badin, dans le Morbihan, je suis toujours perdu. On dit comment alors? Cadin. Cadin, merci à vous. Et nous aurons l'occasion d'écouter votre témoignage sur une expérience bien intéressante de coélaboration entre le monde associatif et la collectivité, puisque ce matin, il s'agit d'évoquer les coopérations associations-collectivités en temps normal, mais particulièrement à l'heure de la crise. Et c'est en ce sens que nous allons ouvrir nos réflexions ce matin par le témoignage de Marie-Martine Lips, donc au nom du Césaire, du Conseil économique, social, environnemental de Bretagne, sur un travail qui a été réalisé sur un temps court pour le Césaire quand même, puisque le Césaire travaille habituellement dans le temps long. Vous allez nous présenter, Marie-Martine, une analyse de la gestion de la crise sanitaire et de ses conséquences en Bretagne entre mars et septembre. C'est tout frais. Oui, en effet, c'est tout frais. En effet, c'est tout frais. Écoutez, merci déjà d'accorder au Césaire ce temps pour présenter nos travaux. Je dirais juste en quelques minutes, pour rebondir sur ce que vous avez dit sur le Césaire, que c'est la deuxième assemblée de la région Bretagne, qui est une assemblée consultative qui réunit des représentants des différentes composantes de la société civile organisée, avec 3 missions: émettre des avis sur les politiques régionales, faire des propositions et éclairer la décision publique par ses études, ses vœux et ses contributions, et contribuer à l'évaluation des politiques publiques. C'est un lieu de travail collectif. Nous essayons d'analyser collectivement un sujet. Ça permet de produire du consensus à partir de positions qui peuvent parfois être éloignées, puisque nos membres ont des parcours, des sensibilités, des points de vue différents. Pour ce qui est de cette démarche, en effet, assez rapide par rapport au temps habituel de construction d'une étude du Césaire, nous avons décidé de dérouler un fil rouge avec différentes contributions. On en avait fait une toute première sur la crise sanitaire dans l'urgence,
et celle-ci, qui a été publiée début octobre, qui nous permet de tirer les premiers enseignements de la période allant de mars à septembre. Et bien évidemment, nous prévoyons d'avoir d'autres contributions au fil du temps. C'est un exercice difficile puisque la crise n'a pas fini de produire ses effets, on le voit avec ce deuxième confinement. Mais c'est un exercice indispensable car cette crise a révélé des fragilités qui ne sont pas nécessairement nouvelles, mais qu'il est désormais impossible d'ignorer, mais aussi des forces de solidarité, de coopération, d'innovation sur lesquelles il faudra s'appuyer à l'avenir. Cette contribution du Césaire est construite en 2 temps. Une analyse des premières conséquences de la crise sanitaire en Bretagne et des propositions pour préparer l'avenir. Je vais plutôt présenter, je vais axer ma présentation autour de ces 2 parties avant de terminer par une ouverture sur les liens entre collectivités et associations, puisque c'est le thème de ce premier atelier. C'est une crise brutale dont on ne mesure pas encore toutes les conséquences. Ce confinement, le premier confinement, a eu des conséquences pour chacun dans tous les aspects de la vie. Nous avons souhaité mettre l'accent sur les ruptures de parcours des personnes générées par la décision de confinement. Rupture dans l'accès aux soins, dans l'accompagnement social et psychologique des personnes vulnérables, dans la formation professionnelle continue et parfois dans la formation initiale, dans les démarches d'insertion, dans les parcours professionnels allant jusqu'à la perte d'emploi pour certains, dans l'accès aux loisirs et à la culture. Certains liens ont été interrompus durant le premier confinement et d'autres pourraient s'en trouver durablement transformés. Ces ruptures auront des conséquences très importantes et de long terme. Les plans de relance et mesures d'urgence devront donc être attentifs à la sécurisation des parcours des personnes ainsi qu'à la lutte contre la pauvreté et la précarité, notoirement absentes du plan de relance national. De même, la situation des enfants constitue à ce jour un angle mort des mesures d'urgence comme des plans de relance. C'est une crise économique en plusieurs temps, différenciée selon les secteurs d'activité et les territoires. Si peu d'activités ont été interdites durant le premier confinement, nombreuses sont celles qui ont été et restent empêchées, ce qui crée des difficultés majeures, mais très variables entre les secteurs d'activité. À moyen terme, les défaillances d'entreprises devraient augmenter fortement. Les entreprises devront rembourser les dettes contractées durant la crise, malgré une activité ou une productivité encore réduite. Et il faut s'attendre à des différences importantes entre secteurs d'activité, mais aussi au sein d'un même secteur. Ça s'explique par la situation des entreprises avant le confinement, la manière dont elles ont été affectées pendant le confinement, et dont elles vont l'être dans ce deuxième confinement, la dynamique de reprise de leur activité. Les projections montrent également que les faillites concerneront aussi des entreprises qui étaient en bonne santé et qui n'auraient pas connu de difficultés sans la crise. Les plans de relance devront donc faire du cas par cas pour aider toutes les entreprises en difficulté, malgré des situations très différentes en fonction de leur situation, de leur territoire d'implantation, de leur marché, de leur situation économique, de leurs fournisseurs, de l'état de leurs fournisseurs, de leurs donneurs d'ordre, etc. Vraiment une myriade de situations différentes. Et ensuite, pour les soutenir en fonds propres, le plan de relance national consacre 3 milliards d'euros à ce sujet et le Conseil régional a provisionné 30 millions en juillet pour créer un fonds partenarial de renforcement des fonds propres. La mise en œuvre de ces outils s'avère toutefois complexe car elle exige une compréhension très fine de la situation des entreprises. Il y a aussi une accélération des risques sociaux. Le coronavirus est apparu dans un contexte social qui était déjà très tendu. Ces dernières années ont en effet été marquées par de nombreux conflits sociaux, la réforme des retraites, les violences policières, les moyens accordés à l'hôpital public, la crise des gilets jaunes, et rien ne permet de dire qu'en mars 2020, la colère à l'origine de ces mobilisations était retombée. Avec la crise actuelle, c'est désormais une accentuation des risques sociaux qui est à craindre. Il est nécessaire de traiter de front cette question des risques sociaux parce que certains conflits n'ont toujours pas été refermés et que de nouveaux motifs de colère risquent de s'y ajouter, notamment liés à la dégradation de la situation économique et sociale, au sentiment d'une réduction des opportunités, au fait que des revendications qui étaient pourtant jugées légitimes au début de la crise sanitaire n'ont finalement pas été satisfaites, au fait que de nombreuses personnes ont le sentiment d'être oubliées, considérant que leurs difficultés ne sont pas bien prises en compte. Et en fait, effectivement, le spectre des difficultés à traiter est immense. À ce sujet, il apparaît particulièrement urgent
d'avancer sur la revalorisation des métiers de première et deuxième ligne, notamment par le versement effectif des primes aux personnes en première ou deuxième ligne durant la crise, l'ouverture d'un dialogue social sur la revalorisation plus durable de leur salaire et sur l'évolution de leurs conditions de travail. Ce dialogue est d'autant plus urgent que la crise peut produire des effets très négatifs sur les métiers de première ligne, à commencer par l'accélération de la numérisation, avec à la clé des suppressions de postes, on pense aux caissières et caissiers par exemple, ou un développement d'emplois précaires dont les conditions de travail sont difficiles, et là on pense plutôt aux entrepôts liés aux plateformes de vente en ligne. Et l'ouverture plus particulièrement de dialogue sur la répartition de la valeur ajoutée au sein des filières, car la faible rémunération de ces métiers est souvent le reflet de la faible valorisation de l'entreprise qui les emploie. Or, la première présentation qui a été faite du plan de relance national n'apporte que peu de précisions sur son volet social, sur les conditionnalités sociales ou liées au dialogue social qui pourraient être associées au versement des aides. Le Césaire, d'ailleurs, aussi invite le Conseil régional à placer plus clairement la solidarité comme clé de voûte de sa stratégie. C'est aussi une crise qui a révélé des atouts importants pour l'avenir. Au cours du premier confinement et après, un grand nombre de personnes, d'institutions, ont donné le meilleur d'elles-mêmes, innové, coopéré, pour trouver des solutions face à l'urgence. La situation de crise a ainsi mis en évidence la complémentarité entre le secteur public et le secteur privé, ainsi que la nécessité des coopérations entre acteurs publics, entre acteurs privés, mais aussi entre acteurs publics et privés. Les acteurs privés ont largement sollicité et bénéficié de l'appui des pouvoirs publics et l'État s'est plus que jamais affirmé comme assureur en dernier ressort. L'action publique n'a souvent été possible qu'avec le relais du tissu associatif et des réseaux d'entreprises. Il s'agit d'un point d'appui pour les plans de relance pluriannuels. Pour autant, il conviendra d'être vigilant par rapport au risque d'essoufflement de cette dynamique. La coopération demande du temps. Or, le temps vient à manquer à de nombreux acteurs et en cette rentrée perturbée par les contraintes sanitaires très évolutives et par l'incertitude pour l'avenir. C'est pour ça que, plus qu'une relance, il faut impulser dès à présent une transformation de nos modes de développement. Au-delà des mobilisations en urgence, il est nécessaire de s'engager dans la sortie de crise qui va probablement s'inscrire dans un temps long, on le voit bien aujourd'hui, avec un risque de réplique, voire de nouvelles crises systémiques, s'il n'y a pas de réflexion globale sur la résilience. Les plans de relance dont la mise en œuvre soulève de nombreux défis, que ce soit au plan européen, national, régional, ils renforcent les moyens de l'action publique, ils font évoluer certains de ces objectifs, apparaître de nouveaux dispositifs. Ils sont donc porteurs d'opportunités, notamment pour les acteurs et les filières qui se positionnent sur le sujet et le terrain de la transition écologique. Néanmoins, ces opportunités sont difficiles à appréhender dans leur globalité, car de nombreuses questions restent ouvertes. Sur la capacité de mettre en œuvre les différents plans, les calendriers sont tous très très serrés, sur la manière dont ils vont s'articuler entre eux et dans le temps, sur la nature des dispositifs mobilisés et leurs conditions de mise en œuvre, sur la gouvernance de ces plans, notamment au niveau régional. Sur les angles morts, la question de l'emploi, la lutte contre la pauvreté, elles sont trop peu présentes dans les plans actuels. Est-ce que ça fera l'objet de plans spécifiques? Ou encore les conditionnalités plus volontaristes au sein des plans actuels. Sur les conséquences de la simplification administrative annoncée pour accélérer la mise en œuvre du plan de relance. C'est en effet porteur de risques. D'une part, l'affaiblissement de certaines garanties, pourtant indispensables pour éviter que la relance ne se fasse au détriment de l'environnement, et d'autre part, le risque que le Conseil régional ait des difficultés à assurer une transition entre les différentes périodes de contractualisation. Il faut concentrer les moyens sur les priorités des transitions et l'accompagnement des personnes dans ces transitions. En cela, le Césaire réaffirme aujourd'hui des priorités qui ont déjà été identifiées en 2017 vers un projet partagé de développement durable pour la Bretagne, étude que nous avions réalisée dans le cadre de la préparation du SRADET, et en 2019 avec Refaire Société, qui était une étude faite aussi un petit peu dans l'urgence, hein, comme celle d'aujourd'hui suite à la crise des Gilets jaunes.
Et loin de les rendre caduques, la crise actuelle les conforte, au contraire. Donc, ces priorités, c'était vraiment autour de garantir les transitions souhaitées et c'est quelque chose qui est plus incontournable que jamais, à commencer par la transition écologique, sans laquelle des crises de ce type risquent de se multiplier à l'avenir, et la transition numérique. Elle a été considérablement accélérée avec le confinement, mais de manière non concertée, et donc avec le risque d'exclure de nombreuses personnes. Et ensuite, faire cela dans un cadre démocratique, en sécurisant les parcours des personnes et en tenant compte des risques de rupture et de décrochage. Ce n'est plus une option, alors que la crise a exacerbé les tensions sociales, la défiance, mais aussi, et c'est heureux, la solidarité. Les propositions de la contribution sont donc des compléments à ces priorités déjà identifiées. Elles se focalisent sur les réponses à apporter aux besoins et défis qui ont été créés ou amplifiés par la crise. Le Césaire propose tout d'abord un ensemble de mesures visant à y répondre au plus vite. La contribution fait donc des propositions sur chacun des objectifs suivants. Soutenir les entreprises du territoire, se fixer des objectifs de souveraineté industrielle, renforcer l'autonomie alimentaire des territoires, mettre les plans de relance au service de la transformation de l'économie, renforcer l'éco-socio-conditionnalité des aides, s'appuyer sur l'économie sociale et solidaire et ses réseaux, affirmer la culture comme une priorité et renforcer la présence des services publics et services au public dans les territoires et leur accessibilité à tous. Ensuite, le Césaire fait des propositions visant à lutter contre les risques de fractures sociales qui existaient déjà, mais qui sont accentuées par la crise. Et ces propositions s'articulent autour de 6 objectifs. Accélérer la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté. Faire de la lutte contre le décrochage en formation initiale une priorité immédiate. Établir un plan Marshall du numérique. Renforcer l'offre de formation sans laisser de côté personne. Actualiser le plan de mobilisation pour la jeunesse au niveau régional et apporter des réponses aux difficultés rencontrées par les enfants. C'est vraiment très, très absent de tout ce qu'il y a. C'est vraiment quelque chose, ça, on y tient beaucoup. Et pour cela, placer le dialogue et la coopération au cœur de la méthode. Et notamment, sur les plans de relance, nous proposons quelques éléments de méthode à la lumière de ce qui s'est passé au cours des derniers mois. C'est s'appuyer sur les territoires, renforcer les moyens et les compétences des collectivités et de l'État en région, articuler les différents plans de relance entre eux, avec les objectifs de développement durable du territoire, renforcer l'anticipation, la prévention, la gestion des risques, et ça, bien sûr à court terme, mais aussi à moyen et long terme, s'appuyer sur une mobilisation démocratique, renforcer le partage de l'information, soutenir les coopérations, le monde associatif et ses réseaux, et enfin évaluer pour garantir une bonne utilisation des fonds publics. Alors dans tout ça, quelle place respective pour les collectivités et les associations? Tout d'abord, sur les acteurs publics. Le premier confinement, on a rappelé l'importance. Les services publics se sont révélés plus que jamais un maillon essentiel du vivre ensemble en proximité comme au niveau national. De nouvelles manières de faire ont été introduites dans l'action publique. Ces adaptations ont été conduites au nom du principe de continuité du service public. Certaines vont dans le sens d'une simplification qui a été appréciée, mais il conviendra d'en tirer des enseignements en associant les agents et les bénéficiaires de manière à envisager quelles mesures de simplification pourraient être pérennisées et à quelles conditions. Le professionnalisme et l'engagement des agents ont souvent été mis en avant durant le confinement. Après des années plutôt marquées par une forme de défiance à l'égard des institutions et des fonctionnaires, ce contexte est favorable à une réaffirmation du rôle, de la légitimité et de l'importance de l'action publique. La crise sanitaire a par ailleurs confirmé une bonne capacité de coordination des acteurs publics en Bretagne, ce qui n'est pas le cas partout, et celle-ci doit constituer un point d'appui pour la mise en œuvre des futurs plans de relance. Au niveau national, la gestion de la crise a été marquée par une reconnaissance progressive de la nécessité d'associer les collectivités, même si depuis quelques semaines, on sent peut-être un frein là-dessus. Alors que c'était au départ fortement centralisé, la gestion de crise s'est progressivement déconcentrée pendant le premier confinement et le déconfinement, avec notamment la mise en place en avant du binôme préfet-maire pour l'organisation du déconfinement.
Pour le Césaire, cette reconnaissance affichée doit désormais se concrétiser dans les faits et la déconcentration s'accompagner de nouvelles marges de manœuvre accordées aux collectivités territoriales. De son côté, le monde associatif a joué un rôle structurant dans les réponses à la crise qui s'est exprimé à 3 niveaux. Premièrement, maintenir le lien social. Malgré l'arrêt quasi total des activités pour 72% des associations en Bretagne, elles ont maintenu un contact à distance pour 90% d'entre elles, adapté une partie de leurs actions et des liens entre les bénévoles, même si les évolutions sont un peu contrastées. Il y a à la fois le développement du télébénévolat, l'accueil de nouveaux bénévoles, mais également une mise un peu en retrait de certains bénévoles, soit peu à l'aise avec les outils numériques ou alors considérés comme à risque. Mais le tissu associatif a joué de multiples rôles durant le confinement, en exerçant des missions essentielles à la préservation de la santé et du lien social, notamment dans le secteur sanitaire, médico-social ou social, en organisant la solidarité. Les associations de solidarité ont toutes vu une augmentation des demandes à leur égard, en maintenant un lien entre les adhérents et leurs usagers, en proposant des activités ou des échanges à distance, mais aussi pour certaines, en distribuant du matériel informatique ou en proposant un accompagnement à leur usage, en assurant une présence de terrain. Alors que les agents de l'État, parfois, et des collectivités étaient massivement en télétravail, les bénévoles et professionnels des associations ont représenté souvent la dernière présence de terrain, des missions essentielles, notamment, je le disais, dans le secteur sanitaire et social et dans les actions de solidarité, et en faisant circuler l'information entre leurs membres, mais aussi avec les pouvoirs publics. Deuxièmement, pour produire des services essentiels. Là aussi, on retrouve l'action sociale, médico-sociale, l'aide à domicile, mais aussi l'alimentation, le lien, etc. Ces missions, pour une large part, continuaient d'être assurées pendant le confinement, malgré les difficultés. Et troisièmement, en accompagnant et structurant les coopérations mises en œuvre durant la crise. Derrière la plupart des initiatives de solidarité, des actions de structuration de filières menées dans l'urgence durant le premier confinement, il y a une association. Association de solidarité, fédération associative. Il y a aussi les syndicats de salariés, les organisations professionnelles, les acteurs qui accompagnent l'innovation, qu'elle soit sociale ou technologique, les Fab Labs, les centres d'innovation technologique, les pôles de l'ESS. Ce sont ainsi aussi 2 associations, Bretagne Développement Innovation et Biotech Santé Bretagne, qui ont animé la plateforme Entreprise Unie qui a organisé la solidarité entre entreprises et monde hospitalier. On voit bien là vraiment ce maillage qui se fait dans lequel les associations ont un rôle prépondérant. En revanche, le monde associatif, qui a joué un rôle clé dans cette dynamique de coopération, fait face à de profondes incertitudes, notamment financières, liées à la mobilisation des bénévoles ou organisationnelles. La reprise effective des activités associatives sera donc à suivre de près, alors qu'un nombre conséquent d'associations n'ont pas repris leur activité avant la rentrée scolaire. Quelles propositions dans ce contexte? Les coopérations entre action publique et société civile constituent un facteur clé de la résilience des territoires. Les acteurs publics doivent l'affirmer clairement. Et cela suppose de s'appuyer sur les réseaux de coopération pour définir, mettre en œuvre et évaluer les politiques publiques, et aussi soutenir les réseaux et têtes de réseau, accompagner leur structuration. Malgré la tension qui pèse sur les finances publiques, il est nécessaire de continuer de soutenir non seulement les projets des associations, mais aussi leur fonctionnement. De nouveaux dispositifs de soutien à l'emploi associatif sont probablement à envisager afin de renforcer cette structuration des réseaux. Il s'agit d'une opportunité pour créer des emplois à forte utilité sociale qui sont en outre ancrés profondément dans nos territoires. Voilà, j'espère que j'ai pu donner quelques éléments qui permettront de continuer ce débat. Oui, Marie-Martine, merci bien. Merci de nous avoir posé le cadre de notre réflexion. Il est important que nous réfléchissions, puisque c'est la thématique générale de ces assises, à comment coopérer pour changer. Il faut être éclairé sur le contexte dans lequel nous évoluons depuis quelques longs mois. Donc, merci pour cet éclairage, et je ne doute pas qu'il y aura un certain nombre de questions, voire de points de vue qui vont arriver au cours du débat. Après le témoignage de l'expérience morbihannaise très locale,
Nous avions imaginé un moment qu'il y aurait également un témoignage de l'espace femme de Dinan et désolé, un problème familial de santé a fait que l'intervenante essentielle de ce témoignage a dû décliner et elle en était désolée. Mais nous allons sans difficulté rebondir grâce à la richesse des participants, plus de 90 pardon, à cette heure. Donc on a de quoi faire pendant ces 2 heures. Mais tout d'abord, Aline Gaucher, Véronique Paquet, vous allez nous présenter un retour d'expérience sur l'organisation du Forum des associations. Forum des associations, mais quoi de plus habituel en septembre, sauf que, comme l'a dit Marie-Martine, bon nombre d'associations n'ont pas repris leurs activités et vous allez nous montrer comment vous avez réussi à mettre sur pied ce forum grâce à la collaboration entre la collectivité et les associations. C'est à vous maintenant. Merci. Voilà. Donc, c'est un petit peu déconcertant hein, de passer après l'intervention, là, puisque là, on va revenir à un niveau, à quelque chose de très terre à terre et très bien, à un niveau très local. Donc, on change complètement de focal. Voilà. Oui, donc, on voulait déjà expliquer un petit peu le contexte habituel de la collaboration sur le territoire, en fait, autour de cette manifestation. Donc, comme vous l'avez dit au démarrage, donc on est sur un territoire très rural dans le secteur. Le centre social associatif, qui existe depuis une vingtaine d'années, intervient sur 5 communes du territoire. Voilà, et effectivement, dont Saint-Gravé, qui est la plus petite commune de notre secteur. Voilà. Donc, toute la difficulté d'intervention intercommunale sur un territoire comme ça, c'est la proximité. On essaye d'être toujours dans toutes nos actions en proximité. On travaille, les communes sont des partenaires, on va dire, de premier rang de l'association pour tous les services et les activités. Et voilà, c'est toujours cette notion on ne peut pas être partout à la fois, mais on essaye d'aller au plus près dans chaque commune. Et donc, l'exemple de l'organisation du forum est quelque chose d'assez parlant dans cette dynamique. Donc, en fait, pourquoi le centre social intervient là-dessus? Donc, comme je vous disais, on est sur des très petites communes. Lors de la première, on va dire le premier diagnostic de mise en place du centre social, quelque chose qui ressortait fortement, c'était qu'il y avait une vie associative assez riche sur le territoire, mais qu'elle n'était pas forcément mise en valeur, communiquée. Là, il y a une nouvelle population qui arrive ces dernières années, mais avant, on était plutôt sur une population locale qui était sur… on se connaît, les gens nous connaissent, donc on n'a pas forcément besoin de communiquer. Donc, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de choses, mais ce n'était pas forcément valorisé. Il n'y avait pas une communication sur ces activités associatives et pas forcément de lien, enfin quelques collaborations bien sûr, mais pas forcément un lien de façon globale sur la vie associative sur le territoire. Donc, c'est vrai que quand on a commencé à travailler sur la mise en place du centre social, au niveau du diagnostic, c'est quelque chose qui ressortait fortement. Donc, en 2007, comme nous, association intercommunale, nous avions le lien sur plusieurs communes, nous avons engagé une réflexion avec des élus, des responsables associatifs sur comment répondre à ce manque un petit peu de communication et de valorisation de la vie associative sur le territoire. Donc, on a fait un petit groupe de travail, on est donc arrivé à définir un certain nombre d'objectifs, donc de faire connaître les associations sur le territoire, valoriser tous les secteurs, mettre en lumière justement la diversité, parce qu'on se rendait compte qu'il y avait, malgré que ce soit des petites communes, une richesse, effectivement les associations sportives qui sont souvent les classiques, mais aussi autour du patrimoine, autour de la culture, il y avait quand même une richesse assez grande, de permettre une ouverture et une découverte pour tous les publics, et puis de créer surtout, on voulait que ça soit quelque chose qui ressortait, c'est que ça soit… que la convivialité, la rencontre soit vraiment mise en avant dans les actions qu'on voulait mettre en place.
Donc, à partir de ces objectifs, en fait, on a imaginé un projet. Donc, c'est une manifestation qui s'appelle « Quand on se bouge », parce que c'était sur l'ancien canton de Rochefort-en-Terre. Et donc, on a pendant 3 semaines des animations gratuites ouvertes à toute la population pour permettre de faire découvrir les activités associatives. Et puis, on a effectivement un temps fort le 2e dimanche de septembre avec l'organisation de ce forum des associations qui est itinérant sur le territoire. Aline vous expliquera ça. Et du coup, le centre social, voilà, en tant qu'association intercommunale présente sur l'ensemble du territoire et collaborant avec les communes, c'est, on va dire, positionné en coordinateur, en organisateur un petit peu de cette manifestation, mais toujours à partir de la volonté, enfin des propositions des associations et du souhait des élus. Et donc notre forum, en fait, voilà, c'est une journée vraiment festive qui, donc c'est vrai que souvent on voit sur peut-être des plus grandes communes des gros forums où il y a les associations, où il faut aller, on va dire, être là pour avoir sa place parce qu'il y a beaucoup de pression et beaucoup de demandes. Donc nous, sur le territoire, c'est pas forcément le cas. Mais donc c'est amener aussi notre utilité, parce que certaines associations ne voyaient pas forcément le besoin, si on n'a pas besoin de faire des inscriptions, d'avoir de nouveaux adhérents. Donc, on a beaucoup communiqué sur cette notion de communication, de lien entre les associations et de valorisation aussi, même si on n'a pas besoin d'aller chercher des adhérents, c'est intéressant de montrer cette dynamique sur le territoire avec la présence de toutes ces associations et de tous ces bénévoles. Donc voilà, l'idée que ce soit un vrai temps de rencontre. Donc on a cette journée qui est vraiment autour d'une journée festive, familiale, intergénérationnelle. Donc il y a effectivement les stands des associations, mais il y a beaucoup d'animations aussi, avec des espaces pour tout le monde, des animations pour le public enfant, des démonstrations. On fait aussi venir des musiciens, des petits spectacles en utilisant, on va dire, les ressources locales. Les associations, tout ce qui peut être aussi, on va dire, générateur de bénéfices, tenue d'une buvette, l'organisation d'un repas. Voilà, on aide des associations locales que ça peut aider, par exemple, des fois des démarrages d'associations sur une commune ou des groupes de jeunes pour un projet, ça peut les aider. Voilà, et puis la mise en valeur aussi des ressources de la commune. Je prends un exemple des communes où il y avait un four à pain, lors de la manifestation, des associations vont faire du pain, etc. Voilà un petit peu aussi avec une idée, oui, de mise en place des compétences des habitants, d'utiliser les producteurs locaux dans la consommation, dans les buvettes, etc. Donc vraiment cette idée de valoriser le local. Et puis après, voilà, on construit un programme de journée avec les associations, avec les élus, on fait un certain nombre de réunions. Et donc ça part vraiment, même s'il y a un format global, ça part vraiment après des souhaits des habitants et de la commune. Voilà, et depuis 5 ans, on a aussi lié à cette manifestation, donc le forum est le dimanche, et le samedi, puisqu'on travaille sur la solidarité et l'entraide depuis quelques années, donc on a une journée solidaire aussi le samedi, sur le même lieu et tout ça, qui se lie un peu à la manifestation, et donc avec des zones de gratuité, des ateliers d'échange animés par des habitants, des petites conférences, et notamment cette année, par rapport à la crise sanitaire, on a eu une personne de Saint-Gravé qui a effectivement des compétences de par sa profession auparavant sur la SNDR et qui a fait une conférence justement sur le Covid, etc., pour apporter aussi des éléments de réponse et discuter avec les gens. Voilà, donc une journée d'échange et de partage des connaissances et des compétences de chacun. Voilà, Aline va continuer. Donc, moi, je vais vous parler de la place des communes dans l'organisation. Alors, même si déjà, Valérie, tu en as déjà parlé, peut-être juste préciser, tu disais qu'effectivement, donc c'est un forum
qui est organisé en rotation sur l'ensemble des communes du territoire d'action du centre social. Donc, nous, en tant que commune, ce que l'on peut apporter dans l'organisation, déjà, évidemment, on met à disposition notre espace public, parking, terrain, etc. Bien sûr, les équipements, le matériel, les moyens humains. Nous mettons à disposition nos services techniques, nos services administratifs pour tout ce qui va être aide logistique sur la mise en place des tables, etc., les ganivelles, etc. Au niveau administratif, tout ce qui va concerner l'arrêté municipal si besoin, déclaration de manifestation, etc. Donc cet appui-là. Ensuite, nous, en tant qu'élus, bien entendu, nous faisons le lien avec les associations de notre commune pour les inciter à participer, à mettre en valeur leurs spécificités, comme tu disais Valérie. Pour nous, c'est en tant que commune, l'accueil d'un forum sur notre commune, évidemment, c'est un outil formidable de valorisation, en fait, de dynamisation et de valorisation de notre réseau associatif. Et puis, c'est aussi une ouverture sur les autres communes. On accueille également les associations des autres communes, donc c'est de l'interconnaissance. C'est une vraie opportunité, un vrai prétexte pour faire du forum, lorsqu'on accueille sur notre commune un événement intercommunal et de dynamisation associative, puisque c'est pas toujours évident sur une commune de créer un événement interassociatif. Donc, ce forum, c'est l'occasion. Voilà. Voilà pour la place de la commune. Je vais continuer sur la collaboration. Comme le disait Valérie, c'est vrai que le format général est déjà bien prédéfini, bien rodé d'ailleurs, mais chaque année, donc, il se passe sur une commune différente. Donc, l'idée, c'est vraiment de co-construire entre le centre social et la commune d'accueil le programme entre donc, le centre social, les élus et les associations. Donc, comment on fait en pratique? La commune donc, met à disposition 1 ou 2 élus référents et le centre social 1 ou 2 salariés référents également. Et donc, ensemble, nous apportons la connaissance du territoire et toutes les compétences organisationnelles. En tant qu'élus, nous faisons en fait le relais sur la commune auprès de la mairie et des associations sur les points réguliers dans l'organisation du forum. Et puis, connaissant bien nos associations, nous sommes aussi en mesure d'aller solliciter les associations sur des ressources qui peuvent être très appropriées sur le format du forum. Valérie parlait tout à l'heure, effectivement, nous, sur notre commune cette année, on a un épidémiologiste qui a accepté de faire une mini-conférence Covid totalement appropriée dans le contexte. Donc ça, c'était vraiment bienvenu. Et puis, on a la chance d'avoir, malgré la petite taille de notre commune, un artiste, acrobate, jongleur. Donc, on a pu avoir vraiment un très beau spectacle familial sur la commune. Et puis, on a beaucoup de musiciens aussi, donc on a une belle programmation musicale toute la journée pour accompagner ce forum, alors avec des musiciens de la commune et bien sûr des communes alentours. Donc c'est vrai que ça a été une fois encore un outil de valorisation de nos compétences et de nos ressources locales. Voilà, je vais continuer sur le contexte Covid. Alors, bien sûr, situation inédite, le contexte Covid. Donc, c'est vrai que le format étant bien rodé, l'organisation au niveau du centre social est extrêmement bien rodée et donc le calendrier d'organisation est extrêmement bien rodé. Cette année, donc l'organisation en général commence au printemps. Et bien cette année, au printemps, c'était compliqué. Donc, avec déjà l'incertitude sur ce forum. Le déconfinement arrivé, la question s'est posée, on y va pas, etc. Donc, on s'est d'abord rencontrés et on a décidé
de tout faire pour le mettre en place, parce qu'on a totalement confiance totalement conscience que ce forum est nécessaire sur la rencontre entre les habitants. Donc, on a démarré en juillet, à la place du mois de mars-avril. On a réussi à mobiliser un petit peu en urgence les salariés, les bénévoles, les associations, les habitants. Après un premier sondage au niveau des associations, et tout le monde était partant. Donc, avec un nombre d'associations en fait quasiment identique aux années précédentes, une mobilisation quasiment identique. On a réussi à démarrer. Donc ensuite, il a fallu vérifier la possibilité du respect des règles sanitaires. Comment on joint nos protocoles sanitaires, communes, centres sociaux, associations. Et donc, on a mis en place un protocole rigoureux en fonction des décrets officiels, donc en fonction des responsables du centre social, des élus de la commune, bien sûr. Ensemble, on a validé les protocoles et la façon dont on allait pouvoir mettre en place cette manifestation. Nous étions évidemment préparés tous au risque d'annulation au dernier moment, jusqu'à la veille de ce moment. Voilà, donc peut-être Valérie, tu peux juste parler du protocole sur les grandes lignes. Donc, dans les grandes lignes, bon, le protocole, on a effectivement adapté au fur et à mesure jusqu'au dernier moment. Donc, on a été plutôt sur le plus que sur le moins. Par exemple, le port du masque, c'était en intérieur, comment dire, obligatoire à ce moment-là. Sur l'espace extérieur, on s'est posé la question. Et puis, parce qu'après, il y a quand même la prise de responsabilité, effectivement, des responsables de l'association, des élus. C'est ça qui est toujours un petit peu... c'est délicat entre les perceptions de chacun et le... Excusez-moi. Je bousille. Donc, oui, le port du masque, voilà, on a finalement généralisé le port du masque sur le site pour être sûr. L'affichage, la distanciation, bien sûr, le gel hydroalcoolique partout, le protocole sur les sanitaires. Après, c'était surtout sur la salle, parce que la salle est petite sur la commune. Donc, voilà, on a trouvé, il y a un sens de circulation, un système avec des badges pour limiter un peu le nombre de personnes. Et surtout, la tenue du registre à l'entrée, avec le nom de toutes les personnes qui sont passées. Voilà. Et puis, après, informer effectivement toutes les associations qui participent. C'était tout ce travail de communication, je pense, a été très important. Et puis, importance aussi de la, comment dire, au démarrage de l'information des visiteurs sur le site. Voilà, on est sur on tient beaucoup à l'accueil, comme je disais, à la communication, et donc l'accueil du jour du forum sur le site et l'information. On est quand même sur des petites communes, donc on peut discuter un petit peu avec tout le monde, donc expliquer surtout aux visiteurs, et vraiment ça a été... on s'attendait à ce que ça soit peut-être un petit peu plus compliqué que ça, oui. Mais c'était vraiment une bonne perception, je pense, parce que bon, pour les organisateurs, voilà, c'était important que les élus ou nos responsables associatifs soient rassurés sur le contexte. Et pour les visiteurs, c'était aussi, je pense, voilà, les gens, il n'y a pas eu de difficulté ou de contestation sur faut mettre le masque, faut laisser son nom. Je pense que c'était rassurant pour tout le monde aussi de voir qu'effectivement, l'organisation, on avait fait attention et que c'était rassurant un cadre rassurant pour tout le monde. Mais c'est vrai que derrière, voilà, pour les élus et voilà, comme disait Annie, vraiment jusqu'au dernier moment, on s'est dit, bon voilà, on s'attendait à ce que ça puisse être annulé, ou voilà, on était aux aguets de toutes les... Et je pense que voilà, pour que ça, effectivement, c'était une belle réussite. On sentait vraiment qu'il y a une satisfaction des visiteurs et des associations, parce qu'effectivement, il ne s'est pas passé grand-chose pendant des mois. Et enfin, voilà, les personnes avaient... On sentait une vraie envie de se retrouver et de redémarrer quelque chose. Voilà, malheureusement, le contexte maintenant, voilà, mais c'était, je ne sais plus ce que je voulais dire, voilà, une vraie satisfaction de pouvoir, voilà. Vous aurez très certainement l'occasion d'apporter les précisions dès qu'il y aura des questions, et on en voit arriver dès à présent sur le chat.
Gwendoline vous l'a dit, vous pouvez poser des questions sur le chat. Yannick Vigouin, délégué régional du mouvement associatif, les synthétise et nous fait un petit retour pour qu'on puisse répondre à l'ensemble des préoccupations. En tout cas, merci pour ce témoignage à tous les deux. Nul doute que vous serez sollicités pour nous apporter des éléments complémentaires avant qu'on passe la parole aux uns et aux autres. Peut-être un premier élément pour revenir sur un peu macro au niveau de la région, Marie-Martine. L'étude semble avoir montré l'importance de l'action publique au cours de cette crise, à un moment où, bon, alors, petite parenthèse, on est tous contents de voir les forces réactionnaires d'extrême droite, Trump battues, etc., mais il n'empêche que pour autant la mise en question de l'action publique en général reste devant nous avec des politiques privilégiées autour de la philanthropie plutôt que du soutien par la puissance publique de l'action associative, etc. Donc le fait d'avoir, c'est l'observation que vous avez faite, de voir que, l'action publique est redevenue légitime, là où elle pouvait l'être un petit peu moins, en tout cas dans le débat, et deux, la présence des associations a été considérée comme un point positif. Est-ce qu'on peut éclairer un petit peu là-dessus? Écoutez, c'est en tout cas ce qui est certain, c'est que l'action publique, notamment en Bretagne, hein, je parle vraiment spécifiquement pour la Bretagne, c'est pas le cas partout, mais en Bretagne, où déjà il y a eu très rapidement une mobilisation de l'ensemble des collectivités et la volonté, et ça a été vraiment là aussi une spécificité bretonne, la volonté du Conseil régional de Bretagne de garder une action démocratique, de ne pas profiter de ce qui avait été des décisions qui avaient été prises et de façon, en fait, les présidents de conseils régionaux avaient toute l'attitude de faire ce qu'ils voulaient, grosso modo, sans en répondre à leurs instances. En Bretagne, ça n'a pas été le cas. Il y a déjà eu ça, la vie démocratique a continué, y compris, nous l'avons vu, les avis du Césaire n'étaient plus obligatoires, mais la région a continué à demander les avis du Césaire et le président de région est venu devant les membres du Césaire à plusieurs reprises pour répondre à leurs questions, ce qui était vraiment une continuité de la démocratie. Il y a eu aussi dans le même temps une concertation entre l'ensemble des collectivités, régions, départements, mais aussi toutes les communautés de communes, tous les EPCI étaient régulièrement en contact avec la région et région-État, ce qui n'a pas été, j'ai compris, toujours très simple, mais qui a été fait aussi. Et du coup, ça a permis de voir que l'action publique retrouvait sa place et que ce qui se mettait en place comme réponse à la crise venait aussi de cette capacité de réactivité de l'action des collectivités et donc de la mise en œuvre de l'action publique sur les territoires. Ça, c'était une première chose. Vraiment, ça a permis de relégitimer, mais déjà de rendre visible, ce qui n'était plus tellement le cas depuis des mois et des années de pilonnage un petit peu de ce que pouvait être l'action publique. Et là, je pense que c'est quelque chose, quand on parlait d'opportunités créées par cette crise, ça c'en est une. Il faut vraiment rebondir là-dessus pour montrer, et je pense que l'étude du Césaire insiste beaucoup là-dessus, c'est un facteur de résilience des territoires, ça. Et le pendant de ça, c'est la société civile. Alors la société civile, je reprends aussi l'exemple du Césaire, des conseils de développement, je dirais la société civile un peu institutionnalisée, mais la société civile représentée par les associations, qui elles aussi ont été présentes et du coup, dans certains cas, repérées comme des vrais acteurs et des acteurs importants du territoire. Et ça aussi, c'est quelque chose sur lequel je pense qu'il faut capitaliser. Merci Marie-Martine. Sur cette intervention et du Césaire et de l'exemple de coopération sur la commune de Saint-Gravé, voire sur le terrain intercommunal, il y a des premières questions, des premiers souhaits de réaction. Yannick
Oui, mais comme il n'y a pas tant que ça que de questions, il y a quelques réactions, mais surtout une question qui vient de Benoît. Peut-être que tu peux la poser directement, Benoît. Hein, ce sera bien plus simple plutôt que je la reformule pour toi. Je te laisse la parole, Benoît. Oui, bonjour. Oui, c'était une question par rapport du coup, à l'installation du forum interassociatif qui est aussi intercommunal, si j'ai bien compris. Je voulais voir par rapport au fait que ce soit donc un événement qui se tournant sur différentes communes. Lorsque l'événement n'est plus sur une commune, donc est-ce que la commune, les autres communes qui ne sont pas concernées par l'événement s'engagent quand même avec les associations sur la mise en œuvre de ce rendez-vous? Quelque part, en fait, ce que veut dire aussi cette question, c'est de savoir en fait s'il y a on peut bien de chaque commune une volonté quand même d'accompagner les associations et de dire, par exemple, sur le forum associatif, c'est pas surfiler la patate chaude. C'est-à-dire que même si c'est pas chez nous, et ben on est quand même là avec les associations, on va les accompagner parce que c'est des associations qui font vivre notre territoire, qui sont à valoriser pendant cet événement-là. Et donc voilà, savoir s'il y avait une coopération aussi intercommunale dans la mise en œuvre de ce rendez-vous associatif. Merci Benoît. Aline, Valérie. Le micro est… Voilà, merci. En fait, comment dire, ça dépend un petit peu au niveau des personnes, des élus sur, comment dire, qui suivent la vie associative sur leur commune. Effectivement, il y a des personnes, on va dire, qui s'investissent, enfin, voilà, qui prennent ça plus à cœur, enfin, qui sont plus en lien avec les associations. Globalement, effectivement, le fait de tourner sur les différentes communes fait que on se connaît de plus en plus quand on passe sur les communes. Et comme ça tourne régulièrement, bah après, voilà, c'est bien connu. Et c'est pas parce qu'on est quand on est sur une commune, elle est un peu plus engagée. Voilà, comment dire, elle est plus engagée sur l'organisation, et puis elle va être un peu plus mobilisatrice quand c'est sur sa commune. Mais justement, une fois qu'on a fait le tour des communes, vous voyez, les associations connaissent, et ça a tendance, voilà, c'est un cercle vertueux, je dirais. Voilà. Mais quand on est… après, il y a une partie aussi, il y a l'inauguration et tout ça, et effectivement, les élus de toutes les communes sont généralement assez présents, même si ce n'est pas sur leur commune, sont assez attentifs. Voilà. Mais un peu moins, voilà, ça dépend un peu, je dirais, des personnes, un peu moins mobilisateurs forcément quand ce n'est pas sur leur commune, mais toujours attentifs à la manifestation. Ouais. Merci. Moi, j'ai une autre petite question pour vous. Vous évoquiez particulièrement Aline, mais toutes les deux, la volonté de mettre en valeur le local, la richesse associative. Et vous avez rappelé une évidence, mais qui n'en est finalement pas tant que ça une. Les apports de la commune à l'égard des associations, et notamment la mise à disposition du matériel, des personnels. Ça va de soi pour nous tous, mais il y a encore quelques années, 5-6 ans, là, quand les collectivités devaient faire face au désengagement de l'État, ou en tout cas aux réductions des dotations, certaines collectivités ont commencé à appliquer des locations, des coûts pour la mise à disposition de ce matériel, de ces salles pour la pratique des activités. Est-ce que c'est quelque chose qui a déjà été évoqué à Saint-Gravé, ou pour vous, c'est une évidence absolue, il faut soutenir? Moi, je dirais que peut-être Valérie, tu pourras compléter, parce que moi, je suis nouvellement élue, donc je n'ai pas encore beaucoup de recul. Mais ce que je pourrais dire, c'est qu'entre les cinq communes, il y a vraiment une solidarité, en fait. On se connaît bien, et donc on connaît aussi le matériel dont dispose l'autre commune, et même les communes encore alentour. Et donc, il y a vraiment un système d'entraide énorme. Et ça, c'est peut-être la spécificité aussi du milieu rural, c'est-à-dire que on est vraiment sur de l'échange de bonnes pratiques, en fait. C'est vraiment, je pense, ce qui prime ici. Après, sur les salles, ce que vous évoquez, c'est vrai que moi, pour travailler depuis une quinzaine d'années sur le territoire, effectivement, avec aussi effectivement
heureusement, le territoire est mieux équipé, il y a une construction de nouvelles salles, etc. Mais effectivement, sur certaines communes, c'est des questions qui se posent pour les associations. Voilà, c'est des choix, je dirais que c'est des choix, moi ce que je vois en travaillant sur l'Interco, c'est des choix, je pense, politiques en fonction des communes. Et effectivement, moi j'ai vu cette évolution et pour l'utilisation de certaines salles, effectivement, sur certaines communes, la question se pose. Ouais, tout à fait. Et quelquefois, c'est pas toujours évident pour nous aussi, puisqu'on est associatif, de faire valoir, par exemple, des projets des demandes de salles pour des projets qui sont, qui n'ont pas de bénéfices, et on se retrouve confronté à ça. Oui, ça arrive. D'accord, merci. Lise Tréglose évoque une question. Est-ce que vous voulez l'évoquer directement en ouvrant votre micro sur les sollicitations de collectivités, sur le 2S, 2C en particulier, si vous pouvez nous dire. Il y a également Loïc Lenaour qui avait une question juste avant. Parfait. Et Loïc ensuite. Désolé. Lise. Oui, bonjour, vous m'entendez? Bien, bien. Donc, c'était une question plutôt sur les relations avec le milieu scolaire, parce que, du coup, le ministère avait mis en avant un dispositif pendant le premier confinement, notamment avec la fermeture des écoles, qui était le fameux dispositif 2S, 2C, je vous ai mis le lien, qui visait à s'appuyer particulièrement sur le tissu associatif pour avoir une continuité pédagogique et notamment s'il y avait des accueils en demi-classe, voilà. Et du coup, par ailleurs, moi, j'ai une expérience professionnelle et bénévole dans des associations d'éducation populaire et qui aujourd'hui sont en difficulté pour continuer leur projet avec les établissements scolaires. Du coup, je me demandais, est-ce qu'il y a des collectivités qui ont mis en place un appui spécifique sur ce sujet-là? Est-ce qu'elles ont été sollicitées par les établissements scolaires dont elles ont la responsabilité pour les aider à continuer des projets avec les associations? Je ne sais pas, peut-être par rapport aux protocoles qui sont imposés. Enfin voilà, je me demandais, est-ce qu'il y avait dans les personnes qui se sont exprimées, ou est-ce que même au niveau de la région, il y a des choses qui ont été mises en place là-dessus? L'appel est lancé. Il y a peut-être autour de la table virtuelle des associations qui ont été sollicitées dans ce cadre, même si à ma connaissance le 2S2C a été mis en œuvre de manière très très faible en nombre de communes ou de collectivités. Pour autant, je crois savoir qu'il y a quelques associations autour de la table qui ont été sollicitées. En attendant qu'elles se manifestent éventuellement, on a une autre interpellation, Yannick, c'était de Jackie de l'URAGE. Non, d'abord, par ordre, Loïc Lenaour qui avait posé une question sur, je crois, les communes et les élus qui ne s'engageaient pas pour le monde associatif. Et puis après, on donnera la parole à Jackie de l'URAGE. Parfait. Loïc, donc. Oui, bonjour. Oui, ma question bonjour. C'était bonjour. Ma question c'était lorsqu'on a une commune avec des élus qui s'engagent à fond pour des associations et qu'aux nouvelles élections, on change d'élus et qui abandonnent carrément après les associations. Est-ce qu'il y a un moyen de contrer tout ça? Là, je vois que c'est vrai qu'on a au niveau d'Aurélie et tout ça, qui sont très engagés au niveau des associations, mais aux prochaines élections, s'ils ne sont pas réélus, si on se trouve devant des nouveaux élus qui, eux, lâchent les associations, comment contrer ça? Je vois bien une solution qui serait éventuellement de supprimer les élections, comme ça il y aurait plus de surprises de cet ordre-là, mais c'est sans doute pas la meilleure, bien sûr. Non, plus sérieusement, n'hésitez pas, on a quelques idées pour faire que voilà, la vitalité, le soutien au monde associatif soit porté dans tous les courants d'idées, et pour que l'exception, enfin que la situation, que vous évoquiez à l'instant reste ultra exceptionnelle et ne se retrouve quasiment pas. Yannick? Oui, peut-être que je peux répondre un peu là-dessus. Effectivement, dans la durée, c'est toujours compliqué, bien entendu. Après un mandat de 6 ans, on peut changer, ça peut basculer et avoir une équipe qui,
on n'a rien à fiche du monde associatif et du coup de ne pas avoir de politique publique dédiée, de ne pas avoir de reconnaissance, etc. Bien sûr, ça peut arriver et c'est comme ça. C'est aussi le jeu de la règle démocratique de parfois d'être bousculé. Mais parfois on peut border. Donc je vous propose, on va mettre dans le lien des assises, dans l'espace ressources, un kit pour les élus et aussi un kit que les associations peuvent montrer aux nouveaux élus, c'est-à-dire des engagements dans la durée, des chartes d'engagement réciproques, des outils de coopération. Enfin, ce que vous faites, effectivement, Saint-Gravé est très intéressant. Et aussi, on l'a noté, c'est-à-dire aller au-delà d'un forum des associations. Mais évidemment, après, quand quelqu'un est élu, il est légitimé par la voie démocratique et c'est toujours compliqué d'établir un dialogue quand l'autre personne ne veut pas. Donc, ça demande aussi au monde associatif de son côté de montrer, il y a un rapport de force parfois qui s'établit, de montrer ce qu'il fait et ce que la commune ne serait sans le monde associatif, donc de montrer par l'exemple, par l'absence, en disant regardez, si nous ne faisons pas tout ça sur le territoire, voilà ce que serait votre commune demain. Donc c'est un peu ça. Voilà. Mais des fois, quand ça ne veut pas, enfin, il y a des cas extrêmes, bien sûr, qui restent quand même assez rares en Bretagne, je trouve. Enfin, peut-être Marie-Partie pourrait confirmer. Mais le dialogue, parfois, il est compliqué. Donc, ça peut aller loin dans l'apport de force, ça peut arriver, c'est sûr. Donc, il faut s'équiper d'outils et d'arguments. Et ça, nous, on les a, on a tout prêt, on a des choses à vous proposer, des plaidoyers. D'ailleurs, on vient de le mettre, Gwénoline vient de le mettre en ligne, des plaidoyers à proposer au monde associatif qu'il faut adapter, bien sûr, à chaque territoire. On pourra évoquer effectivement les éléments qui devraient être encore plus et encore mieux mis en avant auprès des collectivités pour leur montrer l'intérêt qu'a la collectivité, quelle que soit l'orientation politique portée par les élus, l'intérêt qu'a la collectivité à soutenir ces associations. Mais nous avons encore un peu de marge, effectivement, de progrès. Jackie, pour l'Urage, avait un questionnement. Il faut ouvrir le micro, pardon. C'est en bas à gauche. C'est bon là? Parfait. C'est bon là, vous m'entendez? Oui. Parfait, oui, bonjour à tout le monde. Et merci pour ces témoignages. Ma réflexion, elle portait sur le devenir des conseils de développement et notamment aussi du lien conseil régional, conseil de développement. Anne Pateau l'a rappelé dans son intervention de samedi. Et enfin, j'ai quand même quelques inquiétudes à ce niveau-là parce que les conseils de développement ont été, à mon sens, un vrai lieu au niveau local de coopération, et à la fois des citoyens, et puis à la fois aussi entre les collectivités ou le rapprochement avec les collectivités, en tout cas, et le secteur associatif, parce que les associations y sont largement présentes. Or, moi, j'ai l'impression que les conseils de développement qui se sont appuyés à l'origine sur des pays qui étaient des territoires de projet tendent de plus en plus à être intégrés aux EPCI, qui sont des territoires administratifs plus que des territoires de projet. Et du coup, quid de la société civile, de nous, associations, de notre lien avec notamment les collectivités, voilà, dans cette tendance à caler les nouveaux conseils de développement sur les EPCI et plus ou moins inféoder ces conseils de développement aux collectivités et à leurs politiques. Voilà, sans que, avec le risque qu'on ne soit plus partie prenante de la co-construction des politiques, notamment locales. Donc, voilà, c'était une interrogation, hein, de savoir, y compris le Conseil régional, d'ailleurs, comment il va se situer à ce niveau. Voilà. Et puis, finalement, quels nouveaux espaces il faudrait qu'on puisse imaginer pour maintenir ces coopérations. Sur ces lieux de présence de la société civile pour la coélaboration des politiques publiques, Marie-Martine, au nom du Césaire, je pense que vous avez un point de vue.
Fatalement, oui, nous avons un point de vue. Et en effet, pour rebondir sur ce que dit Jackie, c'est un point qui était inquiétant dans les différentes réformes. Il y a une attention de tous les instants à avoir sur ces questions-là, hein, parce qu'il y a la loi qui en ce moment vient sur la réforme du CESE a failli aussi toucher les Césaires. Je pense qu'on est à peu près passé à côté, qu'on a réussi à limiter les dégâts, mais 100 fois sur le métier, remettez votre ouvrage, ça sera toujours à suivre de près. Et nous, la position du Césaire, elle est vraiment en faveur des conseils de développement. Le Césaire de Bretagne travaille beaucoup avec l'ensemble des conseils de développement. Et ce que nous portons à ce sujet-là, c'est que la société civile, la représentation de la société civile institutionnalisée, hein, je tiens beaucoup à insister sur ce fait parce que je pense qu'un des éléments de réflexion que nous allons avoir dans les mois qui viennent, c'est comment on organise, on favorise la participation des citoyens et comment ça se fait non pas au détriment de la société civile un peu plus institutionnalisée, mais en collaboration, en complémentarité, de façon à ce que ça puisse vraiment permettre à l'ensemble des élus déjà de mieux comprendre ce que la société civile dans son ensemble a à dire, et aussi de pouvoir aller vers le grand public et pouvoir restituer aussi. Il y a la question de la restitution. Et en tout cas, pour ce qui concerne les conseils de développement, nous, notre position, c'est de dire la société civile institutionnalisée, le CESE a son rôle à jouer, les Césaires ont leur et pas du tout dans un côté hiérarchique et de subordination, mais bien chacun à leur niveau et en capacité à échanger entre différents Césaires et échanger avec les CESE. Et pareil pour la société civile territorialisée, les conseils de développement sont absolument indispensables. Donc nous défendons énormément ça. Alors, le choix du territoire du conseil de développement, il a été fait, il a été fait dans la loi NOTRe. Malheureusement, ce ne sont plus les pays. Après, c'est dommage pour la Bretagne parce que nous étions constitués en pays, mais par contre, il y a plein d'autres territoires où ce n'était pas le cas, où finalement, ce n'est pas obligatoirement une mauvaise chose. Mais nous, en Bretagne, on aura vraiment intérêt à travailler tous ensemble et à faire connaître, à faire savoir l'importance que nous accordons au conseil de développement, au fait que les associations soient extrêmement bien représentées dans les conseils de développement et au fait que leur rôle n'est pas juste un rôle d'avis technique, mais bien un rôle d'avis sur les politiques publiques, de co-construction des politiques publiques et d'avis stratégiques. Ça, c'est très important et c'est un positionnement du Césaire de Bretagne. Mais il me semble qu'effectivement, vous le rappeliez à juste titre, en Bretagne, on avait peut-être un petit temps d'avance sur d'autres régions. Et cette loi, c'est la loi NOTRe, vous le rappeliez, Marie-Martine, qui a permis ou obligé les EPCI, donc les communautés de communes, communautés d'agglos en particulier, au-delà d'un certain seuil d'habitants, à constituer un conseil de développement. Et parfois, ça a été un peu tordu, cette obligation, où il y a eu plutôt un conseil de développement à une échelle plus large et puis qui était considéré comme répondant aux obligations, alors que ce n'était pas tout à fait le cas. Et on a une petite idée de l'état des lieux là-dessus? Écoutez, franchement, pour l'instant, je ne saurais pas vous dire parce que ça fait partie effectivement des sujets qu'on suit. Mais là, depuis quelques mois, le Césaire s'est plutôt mobilisé, bien sûr, sur la crise, la réponse à la crise, les plans de relance, etc. Mais dans l'aspect, j'en parlais dans ma présentation, dans l'aspect de la méthode et de favoriser une approche démocratique des choses, on va y revenir, c'est certain. Fort bien, merci pour cette précision, Marie-Martine. Il y a, je crois, d'autres questions. Oui, Thierry Abaléa avait une question à poser. Je te laisse la parole, Thierry. Voilà, oui, vous m'entendez là. Très bien. Oui, je m'interrogeais sur la crise sanitaire où effectivement on a parlé du retour un peu de la puissance publique dans la gestion de crise, où on a vu également effectivement le milieu associatif fortement sollicité et fortement réactif. Je pense à la crise alimentaire, par exemple, et la distribution de colis alimentaires dans l'urgence par les associations. Je pense aussi dans le domaine scolaire à la sollicitation faite à travers les 2S2C
en direction du milieu associatif. Je pense dans le milieu sanitaire, ce qu'on a appelé les usines invisibles sur la fabrication rapide de masques par une mobilisation à travers les associations, mais aussi de manière générale la société civile. Ma question, c'est de me dire que, est-ce que là, il n'y a pas un risque malgré tout à ce que le milieu associatif et la société civile ou les citoyens soient mobilisés dans des situations d'urgence, montrent leur capacité à cette mobilisation-là, mais comment faire pour que cette reconnaissance de mobilisation, de réactivité, puisse s'inscrire dans la durée, dans les rapports avec les collectivités. Moi, j'ai un sentiment quand même, effectivement, qu'aujourd'hui encore, les collectivités se tournent beaucoup en direction du monde associatif pour gérer l'urgence et les états d'urgence, mais je ne vois pas beaucoup de choses poindre sur quelque chose qui définirait de nouveaux rapports avec la collectivité au vu de cette expérience-là. On nous a parlé il y a quelque temps du monde de demain qui restait à construire. On ne voit pas beaucoup de lieux où ce monde de demain se construit d'une manière collaborative, en tout cas avec la sphère publique. Beaucoup d'initiatives citoyennes, associatives autour d'une réflexion sur ce que pourrait être le monde de demain, mais le lien et le chantier sur l'établi dans la collaboration avec les collectivités, je ne vois pas grand-chose. Et donc, je sens un vrai risque à ce que finalement, on enferme le monde associatif et avec lui la société civile sur sa capacité de réactivité en moment de crise, et puis qu'ensuite, les affaires reprennent. Par ailleurs, on voit également qu'à travers la puissance publique, poindre aussi quand même un modèle économique qui n'est pas forcément réjouissant. Je pense au débat aujourd'hui sur les petits commerces de proximité, sur l'ouverture des librairies, sur l'appel fait par le chef de l'État lui-même du commerce en ligne. Tout cela n'est pas sans inquiéter aussi la place des associations, le lien social, la relation humaine, et donc où serait et comment est-ce qu'on pourrait faire fructifier cette capacité démontrée depuis maintenant plus de 6 mois de la société civile, du monde associatif en particulier, à se mobiliser rapidement et efficacement dans des relations qui soient durables et institutionnalisées. Voilà le sens un peu de ma réflexion et de ma question. Merci Thierry. Pardon, merci pour cette réflexion-question. Et effectivement, s'il y a des souhaits de réaction, on voit des applaudissements. Vous avez noté qu'on ne peut qu'applaudir, on ne peut pas dire qu'on n'est pas d'accord avec Zoom. C'est intéressant d'ailleurs dans la recherche de débats, voire de débats bienveillants comme c'est le cas aujourd'hui entre nous. S'il y a des souhaits de réaction, n'hésitez pas. Marine-Martine. Oui, je veux bien. Oui, Thierry, je partage largement cette réflexion. Je pense qu'il faut voir 2 niveaux. Il y a le niveau national, et à ce niveau-là, je pense qu'en effet, ça va être très, très, très compliqué. Que ce soit pour le monde associatif, pour l'ESS en général, ça va être très compliqué de se faire entendre. Par contre, je pense que là-dessus, sur la résilience des territoires, et je pense qu'on est vraiment là-dessus, la construction de ce qu'il y aura après, alors un monde meilleur, je ne sais pas, en tout cas d'essayer de limiter les dégâts, ça c'est certain, ça va se faire au niveau des territoires. Et je pense que là-dessus, c'est vraiment, il faut qu'on ait tout un travail de conviction en direction de nos collectivités territoriales, parce que je pense que c'est là que ça va se passer, que là-dessus, on peut effectivement capitaliser. C'est présent dans le plan de relance de la région, mais c'est présent, mais ça ne veut pas dire que ça va se faire si on n'est pas derrière pour pousser. Je ne suis pas non plus bisounours ou oui au pays de tout ce qui se passe bien. Le Césaire, en tout cas, aujourd'hui, je suis là non pas à titre de militante SAS ou de militante associative que je suis par ailleurs tout le temps, mais au niveau du Césaire, c'est quelque chose sur lequel on a vraiment beaucoup appuyé. Dans nos avis, auprès du Conseil régional sur le plan de relance, on a beaucoup appuyé là-dessus en disant attention, les territoires résilients sont ceux qui savent réancrer, qui savent garder le lien social, qui savent favoriser la coopération entre société civile et société plus économique, même si
je pense que les associations font partie de la réponse économique à la crise. Entre aussi société civile et élus, je pense que là-dessus, il y a énormément de choses à faire, à appuyer, et qu'en Bretagne, on est plutôt pas trop mal placé à ce niveau-là. Mais ça ne veut pas dire que les choses se feront toutes seules, et qu'il va falloir vraiment qu'on comprenne comment les uns avec les autres, en s'épaulant, on va pouvoir être présents, faire des propositions aux collectivités territoriales. Je pense que ce n'est pas seulement du fait de dire oui, les associations sont très utiles, mais après, reprenons le business as usual. Non, je crois qu'il y a une prise de conscience quand même de pas mal de collectivités là-dessus, mais il va falloir les équiper, il va falloir les outiller. Et ça, ça va être à nous tous de le faire. Je pense qu'il va falloir qu'on ait une vraie réflexion structurée là-dessus. Oui, tout à fait, tout à fait. Il y a effectivement ce vieux rêve libéral qui serait de cantonner les associations à la gestion de la crise, à de la charité, bref, aux situations d'urgence, et laisser le marché régler tout le reste. C'est sans doute pas ce que porte un grand nombre d'associations et sans doute de collectivités représentant la puissance publique sur les territoires de Bretagne. Pour alimenter le débat, il y a ces espaces de co-construction de l'action publique. Il y a un travail très intéressant qui a été fait par le CNAM, le Conservatoire national des arts et métiers, Laurent Fraisse, qui a piloté une étude sur la co-construction de l'action publique, et il a pris régulièrement dans son étude des exemples en Bretagne sur la collaboration, la coélaboration initiée par le mouvement associatif et le Conseil régional de Bretagne en particulier, le travail qui a été fait par le Césaire également sur une étude un peu plus lointaine, 2017, sur les défis de la vie associative en Bretagne. Je vous engage à la regarder pour ceux qui ont un peu de temps, parce que c'est un travail universitaire. Pour autant, il y a là des pistes intéressantes sur les conditions à réunir pour travailler en matière de coélaboration, et notamment au niveau local, puisqu'on le sait, le principal partenaire public des associations, ce sont les communes, avec ses mises à disposition, parfois ses subventions, et il faut qu'on regarde comment on peut articuler à la fois le nécessaire soutien de la puissance publique à l'égard de l'association, par ses mises à disposition, par ses subventions, mais aussi l'autre pan qui est de créer les conditions pour que les associations puissent contribuer à l'élaboration des politiques publiques. On avait quelques autres questions, Yannick? Oui, plusieurs questions et puis aussi contributions qui arrivent. D'abord, on pourra laisser la parole à Victor Lancel qui a une question à poser. Camille Bader voulait aussi intervenir. Comme Gonal, excusez-moi, je n'ai pas toujours les noms de famille, donc je vous dis vos prénoms, c'est tout ce que j'ai. Et puis Frédéric Pondermer de la région du Conseil régional de Bretagne. Donc, on peut commencer par Victor, peut-être, Lancel. Parfait, très bien. Oui, bonjour. Vous m'entendez? Bien. Ok. Ma question rejoint celle de Thierry, peut-être un petit peu, mais à une échelle moindre, on va dire. C'était un peu autour de l'émergence de multiples initiatives de solidarité qui aillent des niveaux très locaux, à l'échelle d'un quartier, à l'échelle d'une petite commune rurale. Et voilà, ma question était de savoir si, là, on avait des exemples de coopération entre collectivités locales et des associations assez structurées et reconnues comme des centres sociaux, des fédérations et autres au niveau local. Et ma question était de savoir si on avait des exemples de coopération entre des acteurs publics locaux et des initiatives très spontanées qui pouvaient être sous forme de collectifs informels, collectifs d'habitants, parfois issus des milieux des squats aussi, notamment, où il y a eu une grosse mobilisation dans certains territoires. Et voilà, il y a Thierry qui a cité l'exemple de l'usine invisible, qui est un très bon exemple, qui part d'un collectif de couturiers, qui est relié par des CAE locales, des associations diverses et variées. Et voilà, je me pose la question s'il y avait eu d'autres initiatives, coopération, acteurs publics et initiatives plus informelles à des niveaux locaux en Bretagne. Merci Victor pour cet appel à contribution. Donc vous n'hésitez pas dans le chat par la prise de parole. Merci Yannick, tu avais évoqué avant Frédéric, il y avait également Camille, c'est ça? Il y avait voilà, Camille qui voulait faire une petite contribution, je crois, et puis Gonella par la suite. Vas-y Camille, je te laisse la parole. Oui, bonjour.
Jean-Louis Laville, quand on a fait le séminaire du mouvement associatif à Brest, Jean-Louis Laville nous rappelait que l'associatif a une double origine, une double vocation, une vocation qu'il hérite de son passé, d'une part être dans la réparation un peu, et puis, mais aussi être dans le développement de la démocratie, notamment parce que l'associatif, ça permet à des citoyens de se rassembler pour inventer, pour créer, pour proposer, pour construire. Et donc, je pense qu'il faut aussi qu'on s'appuie bien sur ces deux éléments-là, sur ces deux axes-là dans notre action. Et ça, on a besoin, conviction, on a besoin de convaincre nos interlocuteurs, mais on a parfois aussi besoin de se convaincre à l'interne. C'est-à-dire qu'à l'interne de l'association, on a aussi besoin de se convaincre que les associations ont des choses à dire et qu'elles peuvent être des partenaires, pas seulement pour combler les manques quand ils existent, mais aussi pour faire des propositions et pour se positionner en tant qu'acteur, au même titre que les acteurs économiques ou les acteurs culturels ou autres. Mais ça, c'est... Voilà, ce travail-là, il n'est pas qu'à faire en direction des interlocuteurs extérieurs, il est aussi amené à l'interne de la vie associative. Et puis Roger Su nous rappelait aussi des éléments, samedi, il nous rappelait aussi ces éléments-là, et on voyait à travers son intervention que quand on se positionne comme lui se positionne, c'est-à-dire au niveau national, un petit peu en surplomb de ce qui se déroule dans le monde associatif, eh bien, on a le sentiment que c'est très dur, que c'est très difficile, que les pouvoirs publics au niveau national sont très résistants, que les différents pouvoirs sont très résistants à toute initiative associative, que par contre, quand on regarde les choses au niveau local, et ça, c'est ce que Laurence nous disait, eh bien, au niveau local, on voit bien que des choses se passent et qu'elles avancent et qu'il est possible qu'il y a un certain nombre de champs sur lesquels on peut intervenir. Parfois, ce n'est que des interstices, parfois ce n'est que marginal, mais il y a quand même des possibilités. Et c'est vrai qu'il faut qu'on retrouve peut-être des équilibres entre notre capacité à agir au niveau local, voire micro-local, et puis notre capacité à faire passer un discours à tous les niveaux de l'État, en quelque sorte. Merci Camille. Y a-t-il un souhait de réaction sur ces deux interventions du côté de Aline, Valérie à Saint-Gravé ou du côté de Marie-Martine pour le Césaire, où on enchaîne avec les autres questions et voilà, vous n'hésitez pas à piocher. Ensuite, Yannick, nous avions Gwenola. Oui, voilà. Mais avant peut-être de passer la parole à Gwenola, vous précisez qu'on va mettre toutes les études, donc de l'étude de Laurent Fraisse, et puis également les travaux de Jean-Louis Laville et son intervention qui a eu lieu à fin août à Brest sur l'onglet ressources du wiki, Assises régionales de la vie associative. Voilà. Gwenola avait demandé d'intervenir, en tout cas, elle avait posé une question. Je vous laisse la parole. Oui, bonjour à tous. Moi, c'était simplement une petite remarque concernant entre le local et le national. C'est qu'au national, on a quand même un gros travail qui est fait par certaines de nos fédérations nationales, et je pense que c'est important quand même de faire remonter tout le travail qui est fait au local, au national, parce qu'elles font un gros travail de plaidoyer, même si c'est dur, même si des fois on a l'impression que ça ne plaît pas beaucoup, il n'empêche qu'on s'est rendu compte, nous, au travers de la fédération à laquelle on appartient, qui est FNE, l'équipe nationale fait un gros travail auprès du ministère, et il y a quand même une écoute, malgré tout. Merci. Merci Gwenola pour cette précision. Effectivement, il est de bon ton parfois de critiquer les représentants de la vie associative. J'ai entendu, j'ai décelé un petit coup de patte qui nous a été adressé en fin de matinée samedi, mais ça fait partie du débat. Je crois qu'il y a un gros travail qui est fait par les représentants des associations au niveau national et notamment
au sein du mouvement associatif qui regroupe l'ensemble des familles associatives, alors plutôt des familles organisées, mais pas que. Et Roger Su est au conseil d'administration du mouvement associatif. Et voilà, j'ai rejoint ce CA. Je peux vous garantir qu'il y a un vrai travail très, très conséquent qui est fait auprès des pouvoirs publics. Pour autant, voilà, ça a été évoqué tout à l'heure sur les choix des élus légitimes désignés par le peuple. Ils ont leur choix, mais le débat est parfois riche, tonique, c'est comme ça qu'on dit, avec le gouvernement, je peux vous l'assurer. Marie-Martine, tu souhaitais… Oui, je voulais juste rebondir un petit peu là-dessus en disant qu'il ne fallait surtout pas opposer les deux. Les deux sont indispensables. À la fois, nous, travailler énormément en local, mais aussi être en capacité à faire remonter à nos représentations nationales, les unes et les autres, que ce soit mouvement associatif pour les associations, ESS France, plus largement sur l'ensemble de l'économie sociale et solidaire. Mais parce que pour avoir été un peu à ce niveau national, c'est vrai que ça peut être parfois désespérant parce qu'on a l'impression de prêcher dans le désert, mais en même temps, on s'appuie beaucoup sur la réalité qui nous remonte du terrain et que la différence qu'on peut avoir, c'est justement par rapport à des gens qui sont extrêmement éloignés des réalités territoriales, de leur apporter les exemples. Et c'est là-dessus, enfin moi en tout cas quand j'étais au niveau national, je me suis énormément appuyée là-dessus, sur tout ce que je collectais sur l'ensemble du terrain pour dire, mais si, voilà à quoi ça sert, voilà ce que ça peut permettre de faire, etc. Et ça, je pense que c'est indispensable. Donc, il y a à la fois notre travail de fourmi sur le terrain, il y a le fait de le remonter. Et là, je suis d'accord avec Enola. C'est vrai que là-dessus, les forces de plaidoyer de nos représentations nationales sont extrêmement importantes. Yannick, il y avait également une interpellation ou un exemple du côté de la région de Bretagne. Frédéric Pondémer, voilà. C'est ça? Oui, Frédéric, oui. Si vous voulez. Bonjour. Bonjour. Bonjour à toutes et tous. Donc, juste pour dire de la région Bretagne d'où je parle, je suis la responsable de la mission égalité femmes-hommes du Conseil régional de Bretagne depuis février 2005. Parce que comme j'ai entendu beaucoup de choses sur la région, je ne vais pas répondre à toutes les sollicitations qui pourraient s'adresser notamment à Anne Pato et aux élus. Je voulais juste dire trois petites choses. La première, il y a un lieu qui existe en Bretagne. Je pense qu'il est à modifier, améliorer, etc. Mais dès le 8 mars 2005, la région Bretagne a mis sur les questions d'égalité des droits entre les femmes et les hommes un lieu à la disposition de toutes et tous, associations ou non. Je ne dirais pas société civile parce que je ne sais pas trop ce que ça veut dire de là où je suis, mais en tout cas de toutes celles et ceux, ouvert à toutes celles et ceux qui souhaitent travailler sur les questions d'égalité femmes-hommes. Et à ce jour, je vais vous éviter l'historique, à ce jour, c'est 800 et quelques personnes membres dans un fichier. Il nous manque encore du monde. Il y a encore des pans entiers de l'activité humaine qui n'est pas là. Et je pense notamment, et pardon, je le dis avec toute fraternité et je dirais compréhension, il nous manque un bout de ce que moi j'appelle le milieu associatif. Je trouve qu'il y a au titre des associations beaucoup trop on n'est jamais trop, mais en tout cas des associations de défense de droits des femmes. Et il y a des champs, je pense notamment à celui de la lutte pour l'environnement, qui sont absents pour des raisons, je ne suis pas du tout en train de jeter la pierre, mais voilà, je pense qu'il y a des lieux qu'il reste encore à investir, de l'intérieur, à modifier, et la région est à votre écoute pour cela. Ça, c'était la première chose que je voulais dire. La deuxième que je souhaitais dire, c'est que au titre de l'expérience aussi, c'est par ces lieux-là et par ces moments-là que nous avons, et ça sert à ça, en tout cas le Conseil pour l'égalité, proposer, inventer des dispositifs du Conseil régional. Je ne prendrai juste qu'un exemple. La région Bretagne, en 2006-2007, a installé un critère égalité pro et qualité de l'emploi dans ses marchés formation. Ça n'est pas rien.
nous étions un des premiers à y compris titiller la commande publique sur ces questions d'égalité femmes-hommes. Et ça, c'est venu de débats et de réunions que nous avons eus avec ce lieu, ces représentants de la société tels que vous et moi, nous sommes là où nous sommes sur les territoires. Donc voilà, je voulais vous dire qu'il ne fallait pas manquer d'ambition dans la coélaboration des politiques publiques. Ça peut aller très loin. Et à ce titre, la troisième chose que je voulais dire sur coélaboration de la politique publique, moi je partage l'inquiétude d'un des témoins tout à l'heure sur est-ce que les assos, on va les chercher que quand il y a le feu. Je dirais même moi, hors crise, parfois il y a peut-être aussi une tendance à transférer un certain nombre de missions que je vais dire régaliennes des politiques publiques sur le dos des assos. Et ça, malheureusement, il n'y a pas qu'en période de crise. Donc voilà, je voulais m'associer à cette inquiétude, mais au titre des collaborations des politiques publiques, je voulais dire qu'il ne s'agit pas simplement d'arriver en bout de course et d'aller vous chercher, d'aller interpeller à la rescousse le monde associatif. Je pense que nous ne sommes pas au bout en amont même. Moi, là où je suis, je n'ai pas connaissance de toutes les urgences, je n'ai pas connaissance de tous les besoins citoyens et citoyennes, y compris l'égalité femmes-hommes. Et pour ça, j'ai forcément besoin de celles et ceux qui sont sur le territoire, évidemment en l'espèce des femmes, mais pas que des femmes. Et là, voilà, il y a le en amont, il y a comment après on trouve les lieux de se parler de cette interconnaissance. Et puis, ça, c'est ce que j'appelle le pendant, cette participation-là. Et puis, il y a le après, comment on évalue et comment on modifie des politiques publiques. On considère que bah, non, ça fait pas le compte au titre de l'efficience et de l'efficacité. Il ne faut pas avoir peur de se remettre en cause. Toute dernière chose, parce que je ne veux pas… voilà. La dernière chose, c'est que les associations… je crois qu'il y a toutes sortes d'associations, évidemment, mais il y a les collectifs un petit peu institutionnalisés que peuvent être, et il n'y a pas de jugement de valeur dans ma bouche sur les conseils de développement, mais je pense qu'ils peuvent être pas non plus toujours le reflet, et peut-être que ce n'est pas ça la vocation, des individus tels que nous sommes, auquel cas, juste à ce titre-là, je vais faire une incise sur le fait que la région a souhaité que ces conseils de développement fassent place aux jeunes et aux femmes. Je referme la parenthèse, mais je pense qu'il faut aussi que les uns et les autres, nous regardions fonctionner. Mais au titre des assos, il y a donc les collectifs institutionnalisés, il y a les membres, il y a les salariés, il y a les bénévoles. Et cette représentativité, moi, je trouve aussi qu'elle n'est pas toujours, comment dire, chacun de ces corps n'a pas toujours la même place, la même… je ne veux pas dire par là qu'il faut modifier les choses, mais en tout cas, moi, je veille au Conseil pour l'égalité qu'il n'y ait pas simplement, ni même que les têtes de réseau du mouvement associatif, mais qu'il y ait aussi le bénévole, la bénévole, le salarié, parce que je trouve que ça enrichit les regards et que pour élaborer des politiques publiques, nous avons aussi besoin les uns et les autres de tous ces regards. Pardon d'avoir été confuse et un petit peu longue, mais voilà. Non, merci Frédéric. Et je me tiens à votre disposition, bien sûr. Merci pour ces apports qui peuvent faire débat, et notamment le dernier point que vous avez évoqué. On sait que dans les conditions du partenariat, il y a la question de la confiance. Et la confiance entre partenaires, elle s'installe dans la durée, et y compris en permettant à l'autre d'être représenté par qui il choisit d'être représenté, même si on peut entendre cette nécessité pour les uns et pour les autres de représenter la diversité de ce qu'on représente. Sur le premier point… Juste pardon, Yannick, pardon. Oui, Frédéric. Ouais, c'est juste parce que je pensais aux exemples qui ont été donnés pendant la crise sanitaire sur la vivacité des assos en termes de besoins alimentaires, scolaires, sanitaires. Il y a eu des choses remarquables sur les questions des violences faites aux femmes. Et de ce point de vue, ce n'est pas pareil. Parfois, j'ai eu affaire à des bénévoles, j'ai eu affaire à des femmes et à des hommes complètement isolés. Et là, c'était absolument déterminant que je sois en contact ou que la région soit en contact avec celles et ceux qui étaient là tout de suite dans l'urgence
à avoir besoin de mettre à l'abri quelqu'un. Donc voilà, je pensais à ça lorsque je disais que cette diversité de regards, elle nous permet de nous enrichir, mais aussi elle répond à des urgences qui parfois, la tête de réseau de l'association qui fait très bien le job sur protection des femmes victimes de violences, parfois, ce n'était pas forcément elle qui était la plus pertinente et la plus au fait. Voilà ce à quoi je pensais quand je disais ça. Pas de souci, mais il est important qu'on puisse débattre pas que de choses qui fassent consensus. C'est aussi tout l'intérêt. Et je vous rejoins quand vous évoquez une des premières expériences un peu institutionnalisées de coélaboration des politiques publiques, comme le Conseil de l'égalité qu'a initié le Conseil régional dès 2005. J'ai le bonheur d'avoir participé au début des travaux sur l'expérience brestoise, si j'ai bon souvenir, ou l'édition à Brest de 2005-2006, je ne sais plus très bien. Il y avait, je crois, d'autres souhaits d'intervention. Oui. Il nous reste un tout petit quart d'heure et ça pourrait être intéressant qu'on le cible sur à la fois les conditions à réunir pour réussir ce dialogue, mais surtout cette coopération, puisque la thématique, c'est de coopérer pour changer, et notamment cette période de crise entre collectivités et associations. Yannick? Oui, voilà, il y avait une question de Loïc Lenao, mais peut-être que je vais peut-être vous laisser la poser. C'était sur l'observation de la vie associative, il me semble. Vous avez posé cette question en sachant, voilà, vous demandez, je ne sais pas si je vais la poser si vous voulez, vous demandez comment compter le nombre d'associations, comment se compter. Je peux vous répondre tout de suite. Nous, on travaille sur des missions d'observation de la vie associative. Voilà, sur deux entrées. On est en train de faire un gros travail de recensement des acteurs de l'accompagnement de la vie associative pour pouvoir structurer une typologie aussi de l'accompagnement sur la chaîne de l'accompagnement. Donc déjà, il y a tout ce travail qui est assez important. On l'a présenté en partie hier, plutôt samedi après-midi. Et puis, demain matin, à 9h30, il y a un webinaire sur l'observation de la vie associative, donc des nouvelles données qu'on va vous présenter avec le soutien de la DRGSCS, donc les services de l'État en région, et de la région Bretagne. Donc voilà, on travaille peu à peu avec tout ce qu'on a. On sait bien qu'il nous manque pas mal de données. La chercheuse Viviane Tchernonok, qu'on l'a fait venir il y a quelques mois en Bretagne, nous disait qu'il nous manque beaucoup d'éléments. Autant on a beaucoup de données sur l'emploi, des choses comme ça, mais sur l'engagement bénévole, sur le nombre d'associations, sur l'organisation géographique, où est-ce qu'il y a le plus ou moins d'associations, on en a moins, et donc on est en train d'y travailler. Merci Yannick. S'il n'y a pas d'autres questions, interpellations, des contributions du côté du Césaire, de Saint-Gravé sur ces conditions à réunir pour que la coélaboration, la coopération puisse être fructueuse. Et là, je crois qu'on a besoin à la fois des expériences locales, parce que c'est celles-là qui vivent et qui font vivre cette coopération, et aussi de l'éclairage du Césaire, bien entendu. Oui, au niveau de l'éclairage du Césaire, sur ces questions de coopération, c'est vrai que plus largement, on va sortir une étude au début de l'année prochaine sur les coopérations. Alors, c'est plutôt sur l'aspect économique, mais économique pris au sens large. Donc, on aura sans doute des éléments à apporter au débat. Plus spécifiquement sur la coopération entre associations et collectivités territoriales, je pense qu'il faut aussi qu'on s'appuie sur notre maillage existant. On a la chance en Bretagne d'être vraiment bien maillé à la fois avec des fédérations régionales qui sont solides, qui savent se parler, qui savent travailler ensemble, ça c'est extrêmement important, mais on a aussi tout notre maillage, alors là c'est moins spécifiquement associatif, c'est plutôt économie sociale et solidaire, mais je pense qu'entre les associations et les pôles ESS, si on pouvait lancer, alors je change de casquette, là c'est pas la casquette Césaire, je prends une casquette un peu plus économie sociale et solidaire, mais je pense que si on pouvait lancer une réflexion partagée entre l'ensemble des associations et les pôles, par exemple, sur comment est-ce qu'on se met d'accord pour produire de l'outillage et pour porter politiquement ces questions-là auprès de l'ensemble des collectivités territoriales avec lesquelles on est en échange, on aurait peut-être une chance de faire avancer le schmilblick. Je crois qu'il y a vraiment quelque chose à faire pour s'appuyer sur la réalité
de la vitalité associative dans nos territoires et essayer de transformer l'essai. Je crois qu'il y a quelque chose à faire assez largement là-dessus. Et je pense que le Césaire s'y intéressera beaucoup si ça se passe. Merci Marie-Martine. Aline, Valérie, du côté de Saint-Gravé, pour vous, qu'est-ce qui fait que ça marche, cette coopération, et qu'est-ce qui ferait que ça ne marcherait pas? C'est quelque chose qui a été évoqué, effectivement, c'est des changements, enfin moi, en tant que du côté de l'association, c'est vrai que c'est les changements politiques qui ont été, d'équipe qui ont été évoqués tout à l'heure, où effectivement, c'est des choses qui peuvent fragiliser un petit peu, puisque nous, sur les petites communes, là, on est beaucoup sur comme ça a été, je pense que ça transpire dans l'exemple qu'on a évoqué sur la proximité, la relation un peu presque l'interpersonnel, je dirais, avec des élus avec qui c'est pas des grosses équipes, on n'est pas dans des grosses villes, donc c'est vraiment de la proximité un peu de personne à personne. Et les changements d'équipe, alors c'est vrai que à chaque fois, ça peut être une fragilisation, effectivement. Donc c'est effectivement bien, ça a été évoqué aussi, expliquer le rôle de l'association sur le territoire. On peut être quelquefois perçu comme un contre-pouvoir, comme une structure qui peut avoir des décisions. On a une certaine indépendance, c'est vrai, tout en travaillant beaucoup, nous, avec les collectivités, avec tout un volet quand même de conventionnement autour des activités enfance-jeunesse, etc. Mais aussi la spécificité des centres sociaux, effectivement, l'accompagnement des projets d'habitants sur le territoire, donc toutes les dynamiques de solidarité que j'ai pu évoquer un petit peu tout à l'heure, et notamment, effectivement, pendant le premier confinement, c'est dans ces contextes-là, effectivement, il y a des habitants qui se mettent en lien, et puis aussi, qui était évoqué, de petites initiatives d'habitants hors contexte, hors association, mais de personnes. C'est vrai que c'est des choses aussi, nous, en tant que centres sociaux, on est attentifs, on va aller peut-être relayer tout ça. Donc voilà, on est aussi d'un côté en lien avec les collectivités sur quelque chose quand même d'un peu institutionnel, voilà, comme des gestions de services, et puis sur de la proximité avec les habitants. Alors c'est des choses, ça peut faire un peu peur quelquefois au niveau des collectivités. Donc après il y a une bonne globalement, il y a une bonne collaboration quand même, mais c'est vrai qu'à chaque changement, c'est voilà, réexpliquer et retrouver la place de chacun dans une coopération qui est très riche quand elle se passe bien. Et nous, on a au niveau des centres sociaux, effectivement, ça aussi c'est important, ce qui était relevé tout à l'heure, notre fédération, qui participe à toutes ces instances aussi au niveau de la région, qui valorise beaucoup, notamment par exemple dans le premier confinement, qui a fait un recueil de tout ce qui a pu être fait, par exemple par les centres sociaux. Et ça, c'est important, je pense aussi, que ce soit les centres sociaux ou dans d'autres fédérations, pour bien donner à voir justement aux élus l'apport des associations, la communication, c'est quelque chose d'assez important. C'est indispensable, vous avez raison. Et vous avez évoqué contre-pouvoir. Le débat d'ouverture samedi matin et évoquer cette question de la nécessité pour les associations. Alors, une intervenante nous disait qu'on était un peu trop docile, mais sur cette question des associations, est-ce qu'on peut être à la fois contre-pouvoir et en même temps être subventionné? Est-ce qu'à Saint-Gravé, ça pose un problème? Mais plus généralement, bien sûr, au-delà de Saint-Gravé, est-ce qu'en étant subventionné, on n'est pas aux ordres? Vous avez le droit de donner votre joker pour ne pas avoir de difficulté sur le territoire après notre journée d'aujourd'hui. Ouais. Je ne sais pas si je donnerai un joker, mais en tout cas, moi, ce que je peux dire en tant que, comme je disais tout à l'heure, nouvellement élu,
nouvellement élus, l'action du centre social auprès des élus est énorme en fait. Et ce qui fonctionne dans votre question de qu'est-ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, pourquoi ça fonctionne là en tout cas, toute l'équipe du centre social c'est construire une relation de confiance en fait effectivement avec les élus, ce que disait un petit peu Valérie, et en fait sur des questions, sur des dossiers partagés, des questions, des chantiers partagés, il y a une réactivité aussi de la part du milieu associatif et là du centre social pour nous accompagner en tant qu'élus aussi, parce qu'il y a cette connaissance justement du territoire, cette proximité avec les habitants que nous apportent les associations et que nous, en tant qu'élus, on n'a pas forcément ou pas de la même façon. Donc ça, c'est important et en tant qu'élu, je pense que c'est aussi notre rôle d'être à l'écoute de ça pour que ça fonctionne justement. Après, je pense qu'il faut prendre le temps effectivement, on peut, comment dire, c'est important de prendre le temps et de travailler, enfin de partir, nous on part sur du besoin des habitants et peut-être que effectivement certains élus sur des actions peuvent avoir des questionnements ou des doutes dans un premier temps, mais je pense que voilà, faut prendre le temps et vraiment partir du besoin pour convaincre et arriver à mettre en place voilà, des choses, parce que après, si on y va effectivement frontalement, à un moment, faut arriver à co-construire en prenant le temps, je pense. Enfin, nous, c'est un peu ce qu'on peut faire. Le temps, d'accord. Le temps, notamment, est un ingrédient. Je vous rappelle, comme nous le fait Yannick, que c'est par ma faute, on commence à aller sur l'atelier qui est prévu demain à 18 h sur les ingrédients pour une coopération association collectivité, coopération réussie. On a fait juste couvrir le champ de la réflexion. Nul doute que ce qui sera échangé au sein de cet atelier sera bien riche. Et notamment, ce qui est évoqué dans le chat, la question de l'acculturation. Il peut y avoir la volonté du côté des élus associatifs, des élus de la collectivité. Pour autant, les agents des deux côtés, agents associatifs, agents salariés et agents de la collectivité, eux aussi ont besoin d'être mis dans la boucle, très certainement, mais on ne va pas aller plus loin sur ce qui va être travaillé au sein de l'atelier de demain à 18 h. On est à 3-4 minutes de la fin, donc ce que je vous propose, si vous souhaitez, Aline, Valérie d'une part, Marie-Martine, insister sur quelque chose qui vous semble déterminant dans notre réflexion sur cette coopération, et notamment en temps de crise. Pour coopérer, il faut être vivant, et sans doute qu'il y a là une vraie question qu'un certain nombre d'entre nous auraient peut-être aimé qu'on traite beaucoup plus aujourd'hui, de la situation difficile des associations et du besoin, Marie-Martine l'évoquait dans son intro, de politique publique, de soutien très fort. Les assos sont un peu absentes quand même des plans de relance, en tout cas en tant que secteur organisé. Ce n'est pas le cas d'autres secteurs, donc il y a sans doute quelque chose à réfléchir. Et puis après, sur la capacité que nous avons à créer des alliances au-delà du local entre puissance publique et société civile ou au moins association en particulier. Est-ce que Marie-Martine, vous souhaitiez nous dire un petit quelque chose pour conclure, même si, bien évidemment, les apports ont été riches? Oui, effectivement. D'abord, merci pour toutes ces réactions. C'est extrêmement intéressant de pouvoir échanger sur ces questions. Je rappelle que le Césaire est vraiment un lieu d'écho de la réalité de la société civile sous toutes ses formes. C'est un lieu de débat extrêmement intéressant parce qu'un lieu de débat pacifié où on peut passer des informations nous-mêmes en interne au Césaire à des gens qui en sont très, très éloignés, et sur le plan de la reconnaissance des associations, c'est quelque chose d'extrêmement important. Moi, ça fait plus de 15 ans que je suis au Césaire, j'ai vu changer le regard d'un certain nombre de participants au Césaire venant de bien d'autres horizons sur ce qu'est le fait associatif. Je pense que d'ailleurs,
l'étude qu'on a sortie il y a 2 ans était assez éclairante sur le sujet. Et donc, je tiens à vous dire aussi, n'hésitez pas, vous avez des représentants au Césaire, vous avez des représentants par secteur qui sont là. Vous avez aussi moi, en tant que représentante de l'économie sociale et solidaire, faites-nous remonter des choses. Parce que ça nous permet d'éclairer, ça nous permet de peser, ça nous permet d'introduire ça dans les études du Césaire. Et elles sont, on le sait, observées, étudiées par le Conseil régional notamment, puisque c'est notre principal interlocuteur, par ses élus et par ses services. Merci Marie-Martine, merci. Aline ou Valérie, vous souhaitiez nous donner un petit message en cette fin de matinée à tous ces participants intéressés par les questions de coopération? Ouais, on a l'impression d'avoir déjà dit pour nous l'essentiel. En tout cas, une relation de confiance entre les associations et les élus, ça c'est essentiel. C'est effectivement, je crois, déterminant pour les conditions de ce dialogue et de cette coopération. Mais comme l'évoquait un des participants tout à l'heure, la vie associative est très diverse et c'est fort heureux. Elle est tout sauf monolithique. Je ne sais plus exactement, 70 000 associations sans doute en Bretagne, et fort heureusement avec des projets associatifs très différents. Et toutes ne sont pas persuadées qu'il faille être dans la coopération avec la puissance publique. C'est en tout cas le message qui est porté par le mouvement associatif. Je crois que c'est en 2015, après les attentats d'une part, mais aussi les résultats de l'extrême droite dans notre région qui étaient jusqu'alors globalement préservés. Le mouvement associatif avait fait appel à ce qu'on appelait à ce moment-là, c'était déjà il y a 5 ans, l'alliance nouvelle entre la vie associative et la puissance publique. Alors nouvelle ou renouvelée, c'est quelque chose qui est repris à partir de plusieurs territoires au niveau national, et sans doute qu'on a besoin. Marie-Martine évoquait cette importance de l'action publique au cours de la crise sanitaire, l'importance de la vie associative. Il n'est pas question de rejeter l'initiative lucrative, elle est fort heureusement nécessaire dans notre société, mais il importe que ceux qui sont garants de la légitimité publique et ceux qui sont garants d'une certaine forme de richesse, de vitalité associative, d'élaboration citoyenne et collective puissent coopérer. Et c'était un des éléments de notre réflexion de ce matin. Bien évidemment, il est extrêmement frustrant de ne pas avoir pu répondre à, je ne sais plus ton prénom, étudiante en sciences de l'éducation sur le 2S2C. Il ne faut pas hésiter à prendre contact avec des grosses associations brestoises, en quartier, patronage laïque, centres sociaux, qui ont mis en place le 2S2C très brièvement avant l'été, y compris en soulignant les risques pour le service public d'éducation de faire perdurer ce genre de situation de crise, et d'autres questions qui ont pu être posées. Yannick redisait, et Gwendoline, que dans l'espace ressources, eh bien, on retrouvera les études qui ont été évoquées, et n'hésitez pas à les consulter. Le programme des assises se poursuit avec notamment ce passionnant atelier demain de 18 h sur les conditions à mettre en œuvre pour une coopération réussie, mais d'autres ateliers sont en cours pendant ces 2 jours. En tout cas, merci Marie-Martine d'avoir contribué à notre réflexion de ce matin. Merci Aurélie, Valérie d'avoir contribué à notre réflexion de ce matin. Merci pour ces témoignages bien riches, bien intéressants. Et merci à tous les participants. Et je vous souhaite une bonne poursuite de ces assises et de la réflexion. Et n'en doutons pas, on va la traverser cette crise. À très bientôt. Merci. Bonne poursuite à vous. Merci, à bientôt. On se retrouve dans une demi-heure pour ceux qui veulent suivre sur l'engagement des jeunes, justement. Inavo. Inavo.